Dans le cadre de cette soirée, nous avons également souhaité vous présenter au travers des interventions à venir de Lucie Marinier et Elsa Borromée, toutes deux professionnellement très engagées sur ces questions, les pistes de travail et les perspectives qui sont portées par le groupe développement durable que nous avons constitué au sein d'ICOM France en 2021. Vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site de l'ICOM les comptes rendus de nos travaux, les travaux de ce collectif que nous avons le plaisir de piloter, Estelle et moi. Donc, je donne la parole sans plus attendre à Lucie et à Elsa, que je remercie infiniment. Merci. Lucie, on ne t'entend pas. Vous m'entendez? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Pardon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup Hélène et évidemment merci beaucoup Juliette pour cette invitation. Moi, en tant que professeure du Conservatoire national des arts et des métiers chargée de l'ingénierie, de la culture et de la communication, mais aussi professionnelle des musées, puisque j'ai été secrétaire générale du musée d'art moderne pendant un certain nombre d'années. Je partage une grande partie des constats qui ont été et des pistes qui ont été évoquées par Aude, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont aussi les axes de travail qu'on a pu constater dans notre groupe de travail ICOM France Développement Durable, des axes de réflexion et qu'on constate d'une façon générale dans nos observations et nos recherches dans le champ des musées. 3 grands types de réflexion dans notre groupe développement durable. Et puis, au fur et à mesure, un certain nombre de ressources, je crois qu'Hélène a prévu de les diffuser dans le chat. Le premier axe de discussion, c'est un énorme désir, une énorme volonté, et vos commentaires le montrent, de parler de déontologie, de la mission du musée dans toutes ses composantes en articulation avec le développement durable. Cette question du développement durable, elle interroge évidemment la question de la transition écologique, mais elle interroge aussi la mission du musée, sa gouvernance, ses méthodologies et même son métier, ses métiers et son rapport au temps et à l'espace. Ce qui est beaucoup revenu aussi dans nos échanges, c'est que le rôle du musée et de l'exposition, c'est de rendre sensible et intelligible, de représenter et donc de penser, y compris l'impensable de la situation, qu'elle soit d'art ou de science. L'exposition permet de représenter, donc de penser ce nouveau régime cosmologique, la finitude de notre planète, comme le dit Bruno Latour, ou comme l'exprime Jean-Pierre Dupuy dans la petite métaphysique des tsunamis, c'est-à-dire hors de l'objet et hors de la représentation, il n'y a pas de pensabilité de la catastrophe. Donc en soi, les musées, et ça beaucoup des collègues le disent, peuvent nous aider à passer ce qu'on appelle le tipping point, comme le disait Malcolm Gladwell, c'est-à-dire ce fameux passage où quand plus de 10% d'une population donnée, à partir d'une minorité au départ engagée, adopte de nouveaux comportements, c'est-à-dire que ça permet de changer la norme sociale et d'entraîner la majorité silencieuse. C'est ce dont vous parlez Aude tout à l'heure à propos des fameux post-it. Quand on passe du post-it où effectivement ça insupporte tout le monde, à un moment où on dit la honte change de camp. Ce qu'on constate dans nos discussions dans le groupe développement durable, c'est que les musées ont absolument conscience de cette immense responsabilité qu'est la leur, qu'il s'agisse des musées d'art, de sciences et de société, de participer à cette intelligibilité de la situation environnementale et sociétale qui est la nôtre aujourd'hui. La deuxième chose qui est beaucoup pensée à propos de la déontologie des missions des musées, c'est que on a un certain nombre de valeurs de conservation, de préservation, d'analyse, d'objectivité scientifique qui sont les mêmes, qui sont une partie de celles du développement durable. Et que ça, c'est formidable parce que ça nous positionne comme des acteurs de premier plan. Et que donc ça, ce sont les mêmes valeurs qu'il s'agit de diffuser. Mais ce qu'on constate aussi, et Aude l'a dit un petit peu, c'est que certaines de ces valeurs pourraient être articulées avec celles du développement durable à condition d'être assez profondément repensées, notamment sur le fait de compléter les valeurs de transmission et d'éducation par celles de participation et plus largement celles posées par les droits culturels. Ou de penser différemment la question du rapport intime de l'individu au musée. Juliette parlait tout à l'heure d'émotion. Ça fait partie des questions qu'on se pose à partir du développement durable et d'une façon générale, comment on mesure également auprès des publics cet impact que l'on peut avoir en matière de sensibilisation et de transformation de la vision du monde. Et puis, il y a aussi le fait d'intégrer des valeurs qui, elles, sont contraires à celles du développement durable.
Et ça, c'est le point auquel on est aujourd'hui, c'est comment on fait pour se dire que le développement sans fin des collections, leur conservation au meilleur du meilleur technique, c'est-à-dire climatique, climatisé, protégé, emballé, peut être contraire aux questions de développement durable. Comment une politique d'exposition très dense et la construction sans cesse de nouveaux musées nous pose question. Et c'est là où la vraie question, c'est comment on rend conciliable la production des contenus avec les valeurs que les musées sont censés prôner. Et c'est beaucoup ce qui est revenu dans nos discussions, comment on pense et qu'on systématise la traduction en action de la relation entre les contenus et la façon dont on les produit et on les diffuse, et ce, par projet d'établissement, et puis par mission et par projet dans le musée. Donc ça, c'était le premier axe, c'est l'interrogation sur la mission des musées. Et puis la deuxième grande réflexion qu'on a vu émerger chez les collègues, c'est la demande d'un référentiel commun entre musées, bien sûr, on va y revenir, mais aussi et en premier lieu au sein des musées eux-mêmes. Ce n'est pas évident, notamment dans la logique française, qui sépare de manière assez forte le contenu artistique et scientifique des sujets de gestion d'une part et des sujets de médiation et de participation des publics d'autre part. Et c'est bien une nouvelle articulation qu'il s'agit de trouver pour repositionner et croiser nos expertises dans le musée. Et c'est très intéressant parce que dans notre groupe, il y a évidemment des directeurs, des conservateurs, mais il y a aussi des régisseurs et il y a aussi des administrateurs, il y a aussi des responsables de public, des responsables de développement durable. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment à faire bouger des référentiels sectoriels, c'est-à-dire des métiers entiers. Alors là, on a de la chance, c'est qu'on travaille, et pour étudier un peu ces questions de l'emploi culturel, on est vraiment dans un secteur, les musées, où les métiers sont assez identifiés et ont des réseaux très forts. Et donc, quand un secteur professionnel bouge dans les musées, il bouge tout d'un coup et assez fortement. Et on l'a vu avec nos collègues régisseurs, qui sont passés très, très vite en fait, d'une position où la question de la protection à tout prix, y compris environnementale, de l'œuvre, laissait le pas à une vraie réflexion sur la sobriété. Ça, c'est très intéressant ce qu'on a pu voir chez nos collègues. Donc, l'importance, c'est vraiment la mobilisation de tous les acteurs, de tous les métiers du musée et au premier chef, les directions. Ça revient beaucoup dans nos discussions, comment on embarque tout le monde, comment le développement durable n'est pas une question de spécialistes, comment on a une logique multifactorielle aussi, comment on part de ce que sont nos projets culturels et scientifiques, ceux de nos établissements, et pas seulement d'une mesure du bilan carbone et de l'impact carbone, mais comment est-ce qu'on peut prendre la question par plein de bouts différents en fonction de ce qu'est le projet du musée, de ce que sont ses priorités. Il n'y a pas une seule recette pour mettre en place le développement durable. Et pour ça, ce qui s'est beaucoup exprimé, ce sont des besoins de méthodologie, sur les étapes de gouvernance, les sujets à traiter, les ressources, les méthodes, les outils de mesure, un besoin de partage de ces ressources et d'être vraiment dans une logique d'open source pour ne pas réinventer la poudre toutes les 5 minutes et chacun dans notre coin. Et puis d'identifier le musée en tant que commanditaire aussi, avec une stratégie commune et cohérente pour peser collectivement sur les prestataires, bâtimentaires, transports, sur nos tutelles, sur nos tutelles financières et nos tutelles politiques. Et puis enfin, le groupe s'interroge sur la notion de normes, avec la question des normes dites obligatoires, c'est-à-dire juridiquement porteuses, qui sont utiles, qui doivent évoluer, et on a du plaidoyer à faire en tant que collectif professionnel, notamment sur les certifications incendie, par exemple, qui nous empêchent de réutiliser toute une série de matériaux. Mais on constate aussi, et Aude le disait, que les normes peuvent être bloquantes, qu'on a une vraie interrogation sur une normalisation qui serait trop forte, par exemple sur un budget carbone identifié musée par musée avec un budget de subvention en face, qui serait plus paralysant qu'autre chose, et qui serait surtout assez contraire à la logique d'auto-saisine mutuelle et d'initiative des acteurs, et qu'on sent bien en cours de la part de tous les professionnels. En revanche, ce qu'on a beaucoup dit aussi, c'est qu'il faut que les acteurs légitimes donnent de nouvelles références professionnelles qui seront elles aussi légitimes. C'est le cas, par exemple, sur les sujets de climat, d'une façon générale sur les sujets de facility report, de convoyage. Là, on a besoin de nos réseaux professionnels pour dire la nouvelle norme, celle qu'on va penser, notamment aussi sur les questions de droit d'auteur des scénographes, par exemple, sur la question des dons, sur la question des règles généralement liées à la conservation. C'est aussi indispensable pour ça d'être à l'écoute des professionnels qui s'inspirent parfois d'autres référentiels, par exemple ceux des tiers-lieux, ou c'est ceux de nos collègues des musées qui sont situés dans des pays avec moins de moyens et qui ont donc une habitude forte de la sobriété d'ores et déjà, ce qui n'est pas évident parce que ça nécessite d'aller contre nos instincts de catégorisation. C'est aussi une question de déplacement du pouvoir.
on parle beaucoup de ça en sociologie des organisations, en sociologie du changement. Comment est-ce qu'on fait en sorte que le pouvoir dans nos musées, qui se traduit encore beaucoup par la capacité à exiger des convoyages, des caisses climatiques pour les objets qu'on prête, ou à obtenir des prêts des 5 continents quand on emprunte, ce qui est conçu pour beaucoup d'entre nous comme une victoire en termes de liste d'œuvres, eh bien, comment on réinterroge ces éléments de normes, de pouvoir, de succès. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de grosses expositions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en faire, ça veut dire qu'on peut faire aussi d'autres types de projets à côté, autrement, qui pourraient être également légitimes. On peut faire évoluer et diversifier non seulement l'espace, la taille et la provenance des objets, des artefacts et des œuvres, mais aussi le temps, la durée, les calendriers d'installation et d'étapes d'installation, la nature des projets. En conclusion, ce qu'on a constaté dans le groupe de travail, c'est qu'on a une intention qui est bien marquée, qui est largement partagée par tous les professionnels, toutes les tailles de musées, les musées d'art, de société, de sciences. Et ça, c'est vraiment intéressant, avec des vrais croisements. Une prise de conscience des enjeux du développement durable, c'est-à-dire aussi la possibilité de répondre à d'autres défis, par exemple comme la lutte contre la standardisation des musées, les enjeux de sécurité d'un nouveau type, les enjeux de participation, de revitalisation des collections. C'est aussi comment est-ce que ça permet de raconter une autre histoire de musée. Maintenant, il faut qu'on identifie et qu'on mette en avant les sujets sur lesquels on doit vraiment progresser: le climat, les transports, la taille, la nature et le contenu des projets. Et on essaye de le faire à travers tous ces outils qu'on vous partage au fur et à mesure qu'on les trouve et que vous pouvez nous aider à sourcer, et en identifiant bien ces obstacles dont va nous parler maintenant Elsa. Merci Lucie. Elsa? Bonjour à tous, je suis Elsa Bouromé, je suis conseillère développement durable au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Je vais tenter ici de présenter mon regard du terrain en tant que professionnelle du développement durable, et aussi faire écho aux échanges que nous avons pu avoir au sein de ce groupe de travail. Et du coup, moi, ma vision en fait de ce qui se passe au sein d'établissements publics culturels est la suivante. Il y a, comme le disait Lucie à juste titre, un fort besoin de partager, de rechercher de l'information utile. Et Aude disait tout à l'heure qu'il y avait un besoin, pour reprendre tes propos, d'arrimage entre l'État, les établissements publics et la société civile. En fait, aujourd'hui, après ton passage au muséum, quelques années plus tard, on a un cadre de développement durable en France qui se durcit, qui s'impose à tous les acteurs de la société, et une prise de conscience forte de ces interrogations de développement durable portées par la société civile. Donc, on ne peut plus être sourd face à ces deux facteurs. Et aujourd'hui, en France, ces dernières années, on note qu'il y a eu pléthore de stratégies nationales de développement durable qui ont été mises en œuvre. Une stratégie nationale de développement durable, ça donne les guidelines, donc le cap, en fait, sur la grande trajectoire qu'on tente de viser à l'échelle du pays. Et donc, les stratégies nationales sont issues du sommet mondial de développement durable de Johannesburg en 2002, et elles ont largement diffusé en Europe dans les années 2000. En France, on a eu plusieurs. En 2008, on a eu le premier programme d'action, puis en 2010, et puis plus récemment, la stratégie nationale de transition écologique pour le développement durable portée par le précédent gouvernement, qui était sur la période de 2015 à 2020. En parallèle de ces grandes stratégies nationales, on voit apparaître les premières démarches dites État exemplaire, où il s'agit de mettre en œuvre pour la première fois les questions de développement durable dans le fonctionnement des établissements, des administrations. La première démarche État exemplaire, elle remonte à 2008 aujourd'hui. Et cette dynamique, elle se poursuit encore, puisqu'aujourd'hui, on a le dispositif nouvellement nommé service public éco-responsable, rendant obligatoire 20 mesures concrètes pour tous les services de l'État, ces établissements publics ainsi que ces opérateurs. Donc, les établissements publics à caractère culturel sont concernés par ces obligations. Et en parallèle du dispositif service public éco-responsable, nous avons un cadre réglementaire qui se durcit et où on demande aux établissements publics, notamment les établissements publics à caractère culturel, de rendre compte
de leur démarche de développement durable par le biais de reporting. Je peux citer par exemple ici le projet de la loi Élan ou encore la loi climat et résilience, dans le cadre de la loi Élan, qui est une réglementation qui vise à maîtriser ses consommations énergétiques dans ces bâtiments. Donc, le parc de bâtiments aussi de la culture est concerné. Les objectifs, c'est réduire d'ici demain, d'ici 2030, 40% des consommations d'énergie, 50% d'ici 2040 ou encore 60% d'ici 2050, avec l'obligation de remonter via une plateforme qui s'appelle OpéraBat ces économies d'énergie, de rendre compte et de justifier quand on n'est pas en mesure de rendre compte l'atteinte de ces scénarios pour des raisons techniques ou des raisons de classement de patrimoine. Donc aujourd'hui, on a ce cadre où on avait du doigt plutôt mou avec ces stratégies à des obligations de plus en plus contraignantes qui s'imposent à tous les établissements publics et en particulier à nous. Et ça a pour conséquence d'amorcer une transformation des modes de fonctionnement de l'établissement, donc au-delà des projets culturels. Et pour répondre à cette obligation réglementaire de plus en plus dure et contraignante, les établissements culturels, comme les établissements publics, s'organisent notamment en recrutant des référents développement durable ou, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de recruter ce type de profil, ils mettent en place des groupes de travail en interne pour prendre en compte les objectifs réglementaires et les disséminer dans toutes les activités de l'établissement. Et donc, comme le disait à juste titre Lucie précédemment, il faut donc travailler sur différents champs. La mobilité, les achats responsables, la maîtrise des gaz à effet de serre ou le management de l'énergie, et les aspects sociaux également sont concernés, la lutte contre les discriminations, la prise en compte de l'égalité hommes-femmes, ce genre de sujets. On observe aussi, au-delà de ce contexte réglementaire dense, ce fort besoin de rechercher et de partager l'information. Les référents d'aider ou les profils qui se chargent de ces questions-là pour leurs organisations se réunissent, ils ont besoin d'échanger, de partager, de mettre en commun. Il faut travailler ensemble, comme le disait une collègue précédemment. Et donc, ils se réunissent au sein de différents groupes de travail. Je peux citer ici, à titre d'illustration, le Club développement durable des établissements et entreprises publiques, porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et où il y a un groupe de travail composé d'établissements publics culturels, pilotés par le ministère de la Culture, ou d'autres groupes de travail qui, là, regroupent toute la chaîne de valeur, des indépendants, des collectifs d'artistes, des agenceurs, des bureaux d'études, des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire et des établissements publics culturels. L'objectif de ces groupes de travail, c'est d'identifier les freins à la transition écologique. Donc, on est au-delà de cette prise de conscience, on cherche la transformation de cette chaîne de valeur afin de concilier production d'exposition et prise en compte des externalités négatives. Donc certes, tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, mais pour les établissements publics engagés dans cette démarche-là, ils sont engagés dans cette démarche depuis au moins 10 ans. Donc on a fait des choses. À mon échelle, je note que ces établissements ont le besoin fort d'expérimenter et d'éventuellement d'oser se tromper pour identifier des freins, pour les partager et les lever au sein de ce collectif. Et donc, ces acteurs, donc cette base, s'auto-saisit des freins. Donc, je peux citer pour illustrer ce propos un exemple phare, c'est qu'au sein du Club développement durable des établissements et entreprises publiques, il y a eu un groupe de travail qui a été piloté par Universcience et le Quai Branly entre 2012 et 2016 et qui réunissait le Musée de l'Homme, le Muséum national d'histoire naturelle de Paris, le Musée du Louvre et la BNF et la Bibliothèque nationale de France, et d'autres acteurs, avec le soutien fort du ministère de la Culture, ont
identifié à un moment donné que le Code général de la propriété de la personne publique ne permettait pas le don de mobilier de scénographie en vue de donner une seconde vie à ces éléments, ont proposé une modification de loi et ont obtenu cette dérogation. Donc, on a été sur une action assez proactive pour modifier le cadre qui était vécu comme un frein à cette transition. Et aujourd'hui, cette dérogation, elle est étendue aux établissements culturels sous tutelle de collectivités depuis 2020. Plusieurs établissements ont expérimenté des projets d'éco-conception ou amorcé des réflexions sur le sujet et ont notamment formalisé des travaux et ont partagé ces travaux avec la communauté de pairs. Notamment, pour les plus anciens, on a le guide de l'éco-conception de la Bibliothèque nationale de France, celui d'Universcience ou plus récemment, celui du Festival d'Aix ou du Palais des Beaux-Arts de Lille autour du projet Expérience Goya. Et je note aussi des échanges d'expérimentation sur la mutualisation ou la standardisation d'éléments de scénographie, des réflexions sur la sobriété, sur la provenance des transports des œuvres, Lucie le soulignait tout à l'heure, ou encore l'approvisionnement en matière responsable ou l'approvisionnement en matériaux issus de l'économie sociale et solidaire. Et au muséum, pour donner un exemple très concret, dans le cadre de l'exposition Frontières de l'humain conduit qui est actuellement disponible au Musée de l'Homme, nous avons conduit une expérimentation où nous avons abordé toutes ces questions et nous avons notamment fait un focus sur l'approvisionnement de matériaux de seconde main. Nous souhaitions intégrer des matériaux de seconde main issus de ressourceries dans le projet d'exposition. Et nous avons malheureusement identifié une série de freins, tant économiques que juridiques, qui rendaient cette opération très compliquée aujourd'hui au moment où je vous parle. Et donc, nous n'avons pas pu mener cette opération jusqu'au bout, mais nous avons toutefois levé un certain nombre de freins et nous avons pu trouver des solutions pour conserver la propriété des matériaux issus de seconde main et de ne pas collecter de déchets, par exemple. Voilà, et donc du coup, à terme, nous avons également identifié une série de solutions pour pouvoir, à iso-budget, les intégrer dans des projets d'exposition plus sobres. Et je fais très vite pour terminer, je sais que je suis très, très loquace. Et je voulais revenir… Il te reste une minute. Très bien, je fais vite. Je voulais revenir absolument sur la question des référentiels et de la norme. Donc, on n'a pas défini les termes, mais la norme est une exigence, alors que le référentiel, c'est un recueil de recommandations. Et ce besoin de référentiel est souvent porté par les acteurs du terrain, ça revient régulièrement. Il y a des expériences qui ont marché, notamment pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui se sont fédérés à un moment avec l'appui du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, avec différents collectifs, des étudiants, des référents de l'enseignement supérieur et de la recherche, et ont construit leur référentiel sectoriel. Ce référentiel existe depuis maintenant 2010. Il est révisé par les pairs pour prendre en compte les obligations réglementaires et il n'est pas vécu comme une contrainte, parce qu'il donne un cadre, il donne une orientation sur les prochaines années et il définit les enjeux communs pour les acteurs et c'est un outil d'échange. C'est un outil qui permet d'amorcer cette transition dans les établissements d'enseignement supérieur. Mais pour voir le jour, ce document a nécessité à un moment donné un appui politique fort du MESRI, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui s'est mobilisé et qui s'est donné les moyens en appuyant tous les collectifs d'acteurs pour pouvoir conduire ce référentiel. Et c'est un très beau succès. Et au Muséum, en tant qu'établissement à caractère scientifique, nous l'utilisons du coup depuis 2013. Et pour conclure, je note que, alors certes, il y a des niveaux de maturité différents en fonction des institutions muséales. Toutefois, toutes celles engagées depuis plusieurs années sur ces sujets évoquent aujourd'hui le besoin de passer à l'étape suivante. Donc, au-delà du foisonnement d'actions qu'on peut observer, plusieurs institutions ont mis en œuvre des moyens pour mesurer leur impact environnementaux et afin d'organiser le pilotage de leurs actions. Ça sert à ça, la mesure. C'est pour programmer les actions de réduction. Et celles qui se lancent dans la démarche ont davantage besoin aujourd'hui de formation, d'appui à la compréhension des concepts. Voilà.
Merci beaucoup, Elsa. Désolée, mais le temps Je suis passe très, très bavarde, vite. je sais, mais je veux toujours dire plein de choses. Et je vous propose du coup, sans délai, d'enchaîner sur la présentation d'Olivier Lerude, qui est évidemment, après celle d'Elsa Borromée, a tout son sens, puisque Olivier Lerude est depuis mai 2020 haut fonctionnaire au développement durable, et il a pour mission de porter ces questions au sein du ministère de la Culture. Comment le développement durable trouve-t-il son inscription dans les politiques publiques et définit-il ce cadre réglementaire dont Elsa parlait justement? Olivier, je te donne la parole. Merci Hélène. Et puis j'en profite pour remercier l'INP et l'ICOM, la personne de Juliette Raoult-Duval, pour leur invitation. Alors effectivement, je suis d'une certaine manière la personne la moins qualifiée de la soirée puisque je ne suis pas conservateur et je ne suis pas un professionnel des musées. Les professionnels des musées travaillent au service des musées de France, hein, pour l'administration française, et puis il y a ici des représentants des musées et des experts dans l'assistance qui connaissent techniquement le sujet bien mieux que moi. Mais ce qu'il a paru intéressant peut-être d'exposer devant vous ce soir, c'est qu'il existe une politique publique culture et développement durable. Ce sont des sujets que le ministère de la Culture porte et essaye de construire, et de voir comment les musées s'y positionnent et trouvent leur place dans cette politique publique. Alors, Hélène l'a dit, donc je suis haut fonctionnaire au développement durable, hein, c'est un titre un peu ronflant pour une fonction qu'on retrouve dans tous les ministères, qui est dans le code de l'environnement, qui est obligatoire. L'objectif des hauts fonctionnaires de développement durable est de décliner les politiques du développement durable, donc celles qui sont portées par un autre ministère, hein, le ministère de la Transition écologique, dans leur périmètre. Alors, ça veut dire concrètement, d'une part, essayer de témoigner d'une certaine, Elsa l'a décrit tout à l'heure, une certaine exemplarité pour soi-même, c'est-à-dire pour le ministère, ses bâtiments, ses véhicules, enfin voilà, sa manière de fonctionner, les bouteilles en plastique qu'il cesse d'utiliser, y compris dans sa restauration collective. Et puis également, pour les ministères qui souhaitent aller un peu plus loin, ce qui est le cas du ministère de la Culture, essayer de développer une vraie politique publique à destination de la société et donc des politiques métiers. Pour vous donner en introduction quelques exemples, sur les festivals, on vient de fabriquer une charte des festivals durables avec des crédits à la clé pour les festivals qui souhaitent s'y engager, ou alors il y a toute une politique d'aide à la transition dans le domaine du cinéma ou de la presse. Il s'agit véritablement d'accompagner les secteurs et de transformer les politiques publiques de la culture en politique durable. Alors, tout ça, bien évidemment, en conservant l'essentiel, c'est-à-dire la mission et la politique métier. Pour en venir au musée, c'est un sujet qui est en débat, hein. Lucie l'a rappelé tout à l'heure dans le groupe de travail, c'est-à-dire quelle est réellement la mission d'un musée. Donc, je ne rentrerai pas dans ce débat-là, mais d'une manière générale, il s'agit de bien évidemment continuer de pouvoir montrer des œuvres au plus grand public, et puis de rentrer dans l'essentiel des politiques publiques de la culture et des patrimoines. Alors, c'est intéressant parce que finalement, dans tous les secteurs, dans les musées comme dans les autres, tout est à inventer. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui collectivement, et là, je nous mets tous dans le même groupe. Nous sommes en train d'essayer d'inventer le monde de demain, hein, pour prendre des mots un peu grandiloquents, dans un monde qui n'est pas du tout prêt. On le voit tous les jours, hein, dans tous les secteurs. Nos économies, nos modes de fonctionnement ne sont pas adaptés aux enjeux qui sont devant nous. Donc, ce que nous avons à faire ici, de toute façon, c'est bien inventer des choses et donc forcément, à un moment donné, les expérimenter. Alors, pour en venir plus précisément au musée, cette mobilisation pour construire une politique publique a pris plusieurs formes depuis plusieurs années. Et voilà, on a plusieurs chantiers, plusieurs approches qui sont traitées selon une méthode qui s'appuie beaucoup et avant tout sur l'expertise de nos opérateurs. Ça, c'est un choix méthodologique qui a été fait par le service des musées de France, très en amont. C'est de faire confiance, hein, et ça a été dit par plusieurs interlocuteurs précédemment, c'est de faire confiance à ceux qui font, à ceux qui sont à la manœuvre, et puis essayer d'une part de les aider, et puis d'autre part, quand il y a une bonne idée et puis une bonne pratique qui se développe, de pouvoir l'appliquer à tous. Alors, je vais lister un peu quelques chantiers sur lesquels on a avancé ces dernières années.
Et le premier, c'est les questions du bâtiment, dont on a peu parlé jusque-là, mais qui sont majeures pour les musées, hein, parce que les musées sont installés dans des bâtiments, en particulier sur les questions de maîtrise de l'énergie. Il y a la question pour un musée cruciale du contrôle du climat, donc de la climatisation, bien évidemment. Et il y a déjà une première réponse qui a été apportée sur les nouveaux bâtiments, ceux qui sont construits. Enfin, je pense par exemple aux réserves du Louvre à Liévin, qui est un bâtiment haute qualité environnementale, mais qui a eu toute une réflexion justement sur la manière dont on allait pouvoir optimiser avec le minimum d'énergie le fonctionnement du bâtiment qui doit continuer à exercer son rôle de réserve qui est évidemment crucial pour le Louvre. Et donc, aujourd'hui, quand on fait un appel d'offres pour un nouveau bâtiment, un nouveau musée ou de nouvelles réserves dans le secteur, tous ces enjeux-là, en amont, sont dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres et puis après dans les instructions de concours et de construction. Alors, plus largement, évidemment, ça a amené à une réflexion sur la consommation énergétique dans les bâtiments. Et quand on est un musée, il est bien évident que la question de la climatisation des œuvres, c'est-à-dire la conservation, au-delà des questions simplement de chauffage et de fonctionnement, ont amené tous les professionnels à s'interroger davantage sur ces aspects-là dans une perspective de maîtrise. Alors, après, ce n'est pas toujours possible, bien évidemment. Et puis, il y a des questions budgétaires importantes qui se posent, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de pouvoir faire avec les moyens dont les musées disposent. Mais là encore, Elsa le parlait tout à l'heure, il y a des normes extérieures aujourd'hui qui existent, qui ne sont pas des normes culturelles, qui ne sont pas des normes de musée, qui sont des normes qui s'appliquent à l'ensemble des bâtiments publics, voire à l'ensemble des bâtiments tout court, qu'il est nécessaire de respecter. Et puis, sur le bâtiment, pour terminer sur cet aspect-là, il y a aussi une réflexion sur les bâtiments anciens. Les musées du ministère de la Culture sont souvent dans des bâtiments patrimoniaux, ce qui fait également leur grande qualité. Et donc, il y a une réflexion plus large autour du comportement du bâti ancien qui a été menée. C'est avec le service du patrimoine et en particulier avec ce constat que bien souvent, les bâtiments anciens en fait, ont des comportements thermiques qui sont finalement pas si mauvais que ça. Et puis parce qu'ils ont été construits correctement et que finalement, en tenant compte de leurs particularités, on peut obtenir également des résultats. En tout cas, là, il y a donc tout un premier sujet qui a été traité sur la manière dont le bâtiment fonctionne et ses conséquences sur l'énergie. Autre sujet sur lequel on a travaillé, donc Elsa en a parlé tout à l'heure, c'est les questions de scénographie et en particulier les questions touchant aux expositions. Alors, en fait, ce n'est pas un chantier, c'est de multiples chantiers. C'est l'éco-conception, que ce soit en scénographie temporaire ou en scénographie permanente dans les musées, la question de la fin de vie, d'économie circulaire, du réemploi, de ce qu'on en fait après, du déplacement des œuvres, du déplacement des publics, même simplement, parce que quand on fait une exposition, on souhaite qu'un maximum de publics se déplacent, ça veut dire qu'on génère forcément de l'impact carbone lié à ces déplacements. La question du numérique, j'ai vu tout à l'heure dans le chat qu'il y a énormément de questions, on peut aussi en toucher un mot. Alors, pour aller rapidement, par exemple, sur l'éco-conception, c'est un sujet qu'on a abordé sur 2 axes. Du coup, je vais aller rapidement, puisqu'Elsa, finalement, en a parlé tout à l'heure. C'est ces premières études que l'on a fait. C'est un exemple qui est assez intéressant parce que finalement, on a identifié que les problèmes, en fait, touchaient d'abord, plus qu'à l'éco-conception, au réemploi. C'est-à-dire en fait que les établissements publics ne savaient pas quoi faire et pour des raisons réglementaires de leurs biens en fin de vie, en particulier pour des raisons de propriété publique, puisque c'est financé avec l'argent du contribuable, n'avaient pas le droit de les donner. Donc, on a d'abord travaillé sur cet aspect-là pour que ce soit possible. Et ensuite, on est arrivé au deuxième problème, c'est qu'une fois qu'on peut donner, comment fait-on? Alors là, pareil, il y a eu on a eu vraiment des problèmes d'adaptation de la réglementation. Alors, encore une fois, pas de la réglementation des musées, de la réglementation de l'État, du fonctionnement de l'État sur qui peut porter une plateforme de ce type-là. Et on a débouché un peu en opportunité avec Bercy, qui s'était intéressé entre-temps à la question pour valider le don de biens publics, pas particulièrement des biens de Céno, des biens publics en général, enfin les véhicules, des bureaux, des tables, etc. Et de façon à ce que ça puisse être intégré sur la plateforme. Aujourd'hui, tous les établissements publics peuvent donner en toute sécurité légale, donc sur la plateforme des domaines, que vous pouvez aller voir, qui avait été ouverte d'ailleurs avec
un partenariat avec le Louvre, qui était en train de déstocker des réserves et que ça intéressait de participer. Donc, il y avait un bandeau Louvre au moment de l'ouverture par Bercy de sa plateforme. Et donc, aujourd'hui, c'est tous ces sujets de ressourcerie qui existent autour de tout ça. Alors, après avoir insisté sur le réemploi, aujourd'hui, on insiste un peu sur l'éco-conception. En fait, on l'a pris dans ce sens-là parce qu'on s'est dit que pour réemployer correctement, tout le monde se rendrait compte qu'il fallait concevoir correctement. Pour dire les choses simplement, si vous utilisez des clous, vous allez devoir tout arracher, vous ne pourrez pas réemployer derrière. Alors que si c'est vissé proprement, vous pourrez dévisser proprement et réemployer les planches de bois. Alors aujourd'hui, c'est un sujet en fait qui est assez bien traité. C'est-à-dire que beaucoup de professionnels, depuis assez longtemps, font bien les choses directement. Et tout à l'heure, d'obligations, en fait, aujourd'hui, les obligations sont très présentes déjà de par toutes les normes transition écologique, c'est-à-dire les obligations liées aux matériaux, les obligations de circularité, de tri des déchets, etc., etc. Alors, sur l'éco-conception, finalement, quand on regarde, on se rend compte que de très nombreux établissements la pratiquent depuis très longtemps, avec des projets qui sont extrêmement divers. Et cette diversité est une forme de richesse parce que faire une exposition, c'est à chaque fois faire un prototype, le créer. Et en termes de bilan carbone, on peut avoir des expositions qui, pour le grand public, se ressemblent énormément. C'est-à-dire, en fait, une décimèse, un nombre d'œuvres à peu près correct et qui, en fait, finalement, in fine, ont des bilans carbone très différents pour des raisons de programmation proprement dite de l'œuvre. Donc voilà, c'est un sujet finalement où il ne manque pas un guide, mais il y a presque pléthore de guides sur le sujet. Et en fait, la vraie solution, c'est que les équipes s'en emparent, probablement montent en compétences pour être capables de le faire, parce que ça nécessite des process un peu différents. On revient à ce qu'on disait au début, que tout est à inventer, mais où finalement, c'est un aspect où nous sommes assez confiants sur la capacité de chacun à faire correctement. J'ai évoqué donc les œuvres dans les expositions. Alors, il y a la question du déplacement des œuvres, en revanche, là qui est un sujet extrêmement complexe. D'abord techniquement, parce qu'il y a des questions d'assurance, voilà, du contexte autour qui n'est pas propre à l'œuvre. C'est aussi un sujet complexe, mais ça, vous en savez tous plus que moi parce qu'il touche à la raison d'être des musées, c'est-à-dire, après tout, si on se met à dire que le contact de l'œuvre originale avec le public n'est pas intéressant ou n'est pas à rechercher, effectivement, on peut commencer à dire que l'on cesse de déplacer les œuvres. Et là, vous voyez que ce sont vraiment des questions, du coup, dont les conservateurs doivent s'emparer pour les trancher. Jusqu'à présent, et c'est la politique du ministère, la présentation des œuvres et leur accès au plus grand nombre fait partie des politiques publiques de la culture en général. Et donc, c'est quelque chose qu'il est important de préserver, ce qui n'empêche pas de trouver toutes les solutions pour maîtriser au mieux ces impacts. Et nous travaillons, donc toujours avec les opérateurs, à des réflexions de solutions. Ça peut être, par exemple, identifier sur une année, avoir plusieurs expositions qui se compensent l'une l'autre. C'est-à-dire des expositions où on fait venir des œuvres de plus loin qui vont être compensées par une exposition où on fait attention au fait qu'elle ait des œuvres plus proches, ou se renseigner, prendre un peu plus de temps pour identifier si une œuvre qu'on souhaite faire venir a priori n'aurait pas une œuvre équivalente du même auteur, moins loin, voilà, et plus facile à faire. C'est finalement tout un travail assez intéressant de préparation qui permet à la fois de sauver la politique publique et de maîtriser son impact. Alors, j'ai parlé du coup un petit peu du numérique parce que c'est une solution et là aussi j'ai vu beaucoup d'échanges. C'est vrai que le numérique pose question. Le numérique a sauvé la culture là, ces 2 dernières années lors du premier confinement, donc avec un ensemble de projets. Maintenant, c'est vrai que parler numérique, c'est parler des problèmes de l'impact des data centers, de nos matériels numériques qui sont fabriqués avec des terres rares, la plupart du temps produites par des enfants esclaves dans des mines illégales. Voilà, là, nous sommes à 200, nous avons tous forcément l'ordinateur. Je parie que tout le monde a aussi un téléphone portable à côté de lui. L'impact du numérique, c'est aussi tout ça qu'il faut mettre ensemble. Donc, il faut y penser. Il existe des solutions pour avoir une production, même un streaming plus écologique, plus responsable. Là, c'est un sujet qu'il faut aborder, que l'État, globalement, est en train d'aborder. Il y a une stratégie
sobriété numérique qui existent. Ce sont des questions qui ne concernent pas particulièrement les musées, mais qui concernent l'ensemble des secteurs culturels et davantage même par le streaming, les contenus audiovisuels. C'est un sujet récent, voilà, qu'on a bien en vue et qui commence à être traité. Et puis, peut-être pour terminer, le dernier chantier, celui de la formation. J'en parlerai très peu, j'en parle parce que ce colloque est aussi organisé par l'INP. Je crois que c'est la clé de tout, hein, la montée en compétences des agents tels qu'ils sont et puis la formation des professionnels de demain. Et les conservateurs à l'INP sont aujourd'hui de plus en plus formés à ces questions, voilà, avec des modules auxquels j'ai eu la chance de pouvoir participer qui sont tout à fait pertinents. Et d'une manière générale, c'est vrai dans toutes les écoles culture, c'est-à-dire que les architectures, écoles d'art, de design, qui relèvent du périmètre, enfin, sont assez mobilisés sur la question. Alors, tout ça, et ça sera pour conclure, s'accélère aujourd'hui, hein, le contexte de la crise sanitaire, des plans de relance européens, français, culture, transition écologique a fait qu'il y a un effet d'opportunité de déployer des dispositifs dont le ministère de la Culture s'est emparé. Et en particulier sur ces questions de développement durable, je voudrais en citer un, c'est le plan d'investissement d'avenir 4, donc le 4e plan, où le ministère de la Culture a choisi de consacrer une partie des crédits qui était alloués dans le cadre du plan de relance à un axe spécifiquement développement durable, c'est-à-dire au-delà des axes d'autres posés à côté traditionnellement dans les métiers de la culture, d'avoir véritablement une approche sur ces questions, donc une approche budgétée. Donc, il y a un premier appel à projet qui est clos aujourd'hui, qui s'appelait Alternative verte, hein, qui essayait de faire émerger des propositions de process nouveaux. Donc, il y a des musées, hein, qui se sont portés candidats avec des associations en partenariat, donc pour travailler ces questions-là. On va en avoir un second pour lever, ça on en a parlé, un peu l'hypothèque du calculateur carbone, donc des calculateurs carbone, hein, un peu sectoriel. Quand je dis lever l'hypothèque, c'est finalement parce que c'est une demande très forte, hein, de l'ensemble des secteurs, de proposer un calculateur à un moment donné qui soit un peu un calculateur standard, validé par les pouvoirs publics, alors à utiliser ou pas, hein, après à chacun de le suivre, mais qui au moins permettrait de bénéficier d'un certain consensus sur l'ensemble de la communauté et un peu de régler cette question pour ceux qui le souhaitent, non pas du manque de calculateurs ou de référentiels, mais du trop-plein aujourd'hui d'outils de toute nature, plus ou moins complexes d'ailleurs, et plus ou moins utilisables. Et puis il y aura un troisième, et ça revient aussi sur des propos qui ont été dits, et les musées ont toute leur place dans ce projet-là, sur un troisième appel à projet qui sera un peu plus tard, probablement en 2024, sur la valorisation de l'engagement en fait, du monde de la culture comme acteur de la transition écologique, hein, c'est-à-dire une forme de reconnaissance que la culture a quelque chose à voir par là, ce que nous pensons même avoir un rôle essentiel sur le sujet, de façon à ce que la culture et les efforts que nous faisons tous ensemble dans cette direction-là puissent réellement prendre toute sa place. Voilà, donc sans rentrer dans le détail des musées, pour vous dire que les musées sont bien dans le champ de vision du ministère sur ces sujets, que le développement durable l'est aussi, et que c'est tous ensemble, évidemment, qu'on arrivera à faire avancer cette politique publique transversale. Merci infiniment, Olivier, pour toutes ces informations très, très riches et très complètes sur le sujet et très éclairantes également sur tous les aspects très concrets de cette approche. Estelle, avons-nous le temps de prendre peut-être une ou deux réflexions ou questions ? Alors, merci Hélène. En fait, c'est vrai que les débats se sont beaucoup cristallisés autour du numérique et on peut remercier Olivier Lerude finalement d'avoir en partie traité le sujet. On peut aussi relever la question que vous venez d'aborder sur la formation et la sensibilisation. Je ne sais pas si d'autres intervenants ou participants souhaitent rebondir sur ces enjeux qui sont un petit peu la base finalement pour la suite, pour construire la suite. Donc, éventuellement, voilà, peut-être une prise de parole courte sur ce sujet.
Peut-être un petit mot sur les enjeux de formation, parce que c'est un des sujets sur lesquels je travaille pas mal. Je pense que, Olivier, on a beaucoup parlé. Ce qui est important, c'est qu'il y a toute une série de formations qui sont en train de se développer actuellement sur des cycles longs, des cycles courts, des cycles donc, longs, comme nous, on peut en faire au CNAM, courts sur des associations professionnelles comme Arviva dans le spectacle vivant ou Coal dans le secteur plus des arts visuels. Il y a effectivement vos écoles professionnelles, il y a les écoles d'art, et puis il y a aussi toute une série de formations qui se développent en partenariat avec d'autres professionnels, et ça c'est intéressant aussi quand vous pouvez rencontrer aussi des ingénieurs et des spécialistes du développement durable et d'autres secteurs culturels comme celui du spectacle vivant. N'hésitez pas, même si les musées ne sont pas théoriquement éligibles aux formations de ce qu'on appelle l'OPCO du secteur culturel, l'AFDAS, à regarder parce qu'il y a beaucoup de propositions au-delà des excellentes formations de l'INP, bien sûr, sur ces sujets. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts et sur tous les sujets. Sur le périmètre des musées comme établissement public, il y a effectivement plusieurs scopes à avoir en tête. Hein. Il y a ces formations auxquelles on n'a pas droit. Mais je rappelle par exemple que la loi résilience, qui est issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat, a posé comme obligation, alors évidemment c'est un problème pour elle, pour tous les organismes de formation professionnelle, d'avoir des formations dédiées au développement durable. Donc, bon, c'est en train de se mettre en place et puis il y a vraiment cette question de budget pour elle, mais effectivement, ça va se développer. Donc, il y a toute cette partie-là. Après, pour les formations du secteur État, il y a une première question, et pour les musées, c'est particulièrement vrai, déjà d'identifier qu'il y a des formations et initiales et continues, en fait, qui le sont déjà complètement. C'est-à-dire, quand vous avez une formation aujourd'hui de conservatoire initiale ou continue sur la maîtrise du climat dans un musée, en fait, c'est déjà un sujet de développement durable. Pareil pour les monuments historiques, quand vous avez des travaux sur le réemploi des matériaux traditionnels, c'est aussi déjà un sujet de développement durable. Donc, il y a déjà un peu une mise en perspective de l'existant. Et puis, actuellement, au ministère, on est en train d'essayer ça. Ça, c'est la crise sanitaire qui a beaucoup débloqué, et puis cette vision du monde d'après, qui a beaucoup débloqué des demandes, des aspirations, on est là-dessus. Et peut-être pour finir juste, dans le monde de la culture, cette question de formation pose aussi un problème de financement et des capacités de financement des formations par l'essentiel des acteurs. Parce que après, un grand musée est un grand musée, mais 95% des acteurs de la culture en France, c'est plutôt des petites structures où il n'y aura jamais d'ingénieurs clim, enfin des gens qui ont vraiment des compétences sur le sujet en termes de formation initiale, comme on peut en avoir dans des grandes entreprises. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Bien sûr, ce serait super, mais ça ne sera pas le cas. On n'aura jamais comme ça des tas de professionnels. Et donc, finalement, la montée en compétences, l'idée de monter en compétences, c'est-à-dire de permettre à tout le monde de transformer ses pratiques, c'est finalement, à mon sens, la bonne porte d'entrée parce que voilà, ça permettra, in fine, que ce ne soit plus un sujet, mais ça vaut pour les achats, par exemple. Le jour où l'acheteur sait acheter durablement, il n'y a pas d'autres acheteurs. Ce n'est pas un métier à côté, c'est l'ensemble des achats qu'ils sont. Et d'une certaine manière, il faut que ça s'intègre comme ça. Au fond, en matière de formation, on est à la fois dans une logique d'acculturation qui est nécessaire à l'ensemble du secteur, et en même temps, l'importance, et on l'a bien vu au sein du groupe de travail qu'on a constitué, Lucie le rappelait, la formation aux outils et la mise en place d'instruments de mesure qui soient efficients. Donc, la formation se fait le réceptacle et la caisse de résonance de toutes ces attentes, à la fois en termes d'acculturation et en termes d'outils. Donc, ce qui la rend extrêmement riche et complexe en même temps. Merci beaucoup. On va accueillir Nathalie Bondil avec nous dans cette dernière partie de notre soirée, puisqu'on souhaitait que cette soirée soit à la fois la présentation d'actions, on vient bien de le voir au travers des 3 dernières interventions, d'actions éco-responsables concrètes que nos musées mettent en place aujourd'hui, mais aussi une réflexion sur la responsabilité plus globale qui nous incombe dans la construction d'un musée durable qui questionne aussi le rôle social et sociétal du musée. Sur ce plan, le regard de Nathalie Bondil nous éclaire car elle le dit, parler de l'art, c'est parler du monde. Nathalie, je vous cède la place.
Oui, bonjour, merci beaucoup Hélène, merci Juliette, merci Charles Personnaz, c'est toujours un bonheur de vous entendre et c'est très instructif. Donc là, j'avais mis quelques petites images, mais je ne vais pas vous assommer d'un long PowerPoint. On va passer tout de suite à la diapositive suivante. Je rebondis sur ce que plusieurs d'entre vous ont dit, notamment Aude Porceda, quand elle dit justement que la question de la durabilité dans les musées donc, est une réflexion méta-référentielle, multifactorielle, parce qu'effectivement, on peut dire que le musée est une entreprise presque comme une autre, dans la mesure où ces questions-là, qui parlent de valeurs, donc elles se posent aussi dans toutes sortes d'autres entreprises, dans d'autres institutions, que ce soit au niveau de la gouvernance, de l'inclusion, des comités verts, de la relation au public, de toute cette réflexion sur l'informatique, l'éco-conception, etc. Le musée n'échappe pas à cette réflexion globale qui est une réflexion du nouveau siècle. Je parle en particulier aujourd'hui de musée des beaux-arts et des musées des beaux-arts, puisque, encore une fois, Aude Porceda l'a rappelé dans son historique, il y a eu des musées d'écomusées dans les années 70, il existe des musées de sciences naturelles. Pour les musées des beaux-arts, cette question de l'environnement et de durabilité était peut-être un peu moins évidente, si ce n'est que les musées des beaux-arts donc, veulent préserver leur collection dans un temple d'éternité. Mais finalement, la durabilité, elle n'est pas comprise dans ce sens-là. J'aime beaucoup cette image que vous voyez à l'écran, qui a été faite par Lord Cultural Resources au Canada, et qui montre le musée, donc le temple que l'on voit au centre, et qui en fait explose en différents centres, en différentes missions qui lui sont demandées au XXIe siècle. On le voit bien, donc le musée d'aujourd'hui, c'est un musée de réciprocité, c'est un musée donc, où on fait attention à la question autochtone, c'est un musée où on ajoute des valeurs, où on parle d'inclusion, c'est un musée qui finalement veut être pertinent au regard des valeurs qu'il défend. Et c'est justement cette vision beaucoup plus horizontale, beaucoup moins verticale, puisque donc, les musées des beaux-arts traditionnellement s'organisaient suivant une vision taxinomiste, organisée par discipline, très hiérarchisée, et qui finalement facilitait donc un rapport au savoir très top-down. On est donc à un moment où on est moins dans une vision verticale que dans une vision horizontale, rhizomatique, et de ce fait, donc toutes les questionnements auxquels nous sommes confrontés finalement touchent le musée, qui se trouve de ce fait un musée ouvert sur le monde et qui doit travailler cette porosité et cette perméabilité avec son environnement local. La diapositive suivante. Toujours la diapositive suivante. Merci. Donc la question de cet environnement et de cette vision du sachant sur les collections d'œuvres d'art notamment, elle a souvent été le monopole du conservateur. On a bien fait de dire que le musée est un milieu complexe où il y a donc toutes sortes d'experts, souvent très qualifiés et qui ont des visions différentes de l'interprétation même que l'on peut faire d'une œuvre d'art. Avoir une vision à 360 degrés d'une œuvre d'art, c'est-à-dire la sortir du seul champ de l'académisme ou encore de l'érudition,
paraît indispensable parce que justement, cela répond à cette réflexion horizontale que notre société porte, qui est beaucoup plus transhistorique, transdisciplinaire, interdisciplinaire, interculturelle. Bref, on est dans l'inter et dans le trans. Et ici, c'est un exemple avec une plateforme éducative que nous avions lancée donc, au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui s'appelle Educar, qui est disponible pour tous. Vous voyez donc très simplement comment une œuvre qui est un paysage donc, et qui est un chef-d'œuvre de la collection, donc, et ensuite compris et ensuite interprété par un expert. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'un historien de l'art, mais d'un spécialiste en environnement, un scientifique, Boukhar Diouf, et ensuite comment donc cette œuvre-là va être analysée du point de vue des enseignants, du point de vue des élèves, pour pouvoir s'intégrer dans des cours, dans des écoles qui vont traiter d'écologie, qui vont traiter de nature. Drapeau suivante. La question d'éco-conception, donc on en a beaucoup parlé, là je faisais une référence à l'Institut du monde arabe, c'est aussi donc l'engagement et les valeurs. Et là, ces valeurs donc, sur la durabilité dont on parle, elles touchent une fois de plus toutes les entreprises et c'est à chacun d'entre nous, chacun à nos postes, de se poser la question comment est-ce que l'on peut rencontrer ces valeurs, des valeurs qui sont faites souvent de solidarité, qui sont faites aussi d'empathie, qui sont faites comme dans le cas de cette exposition donc Lumière du Liban et d'un espace des donateurs que nous avons produit à l'Institut du monde arabe avec un engagement auprès de Libanais qui étaient des techniciens qui ont tout fabriqué au Liban avec de la terre du Liban et qui ont permis donc de faire un espace pérenne à partir de leur savoir-faire dans une situation, comme vous le comprenez bien, où le Liban donc, vit une crise absolument majeure et sans précédent dans ce pays et où effectivement cette question de solidarité, donc, elle se pose. Les valeurs, on se les pose constamment sur les mécénats, donc, sur donc, les choix de programmation. Et tout cela fait partie aussi d'une réflexion, non pas moralisante, mais véritablement donc, sur la durabilité. Drapeau suivante. Diapo suivante. Plus largement, c'est aussi la question d'une espèce d'humilité principielle, comme dirait Claude Lévi-Strauss. Et c'était d'ailleurs le sujet d'une exposition que j'ai eu le bonheur de pouvoir initier et diriger avec Laurence Descartes au musée d'Orsay, donc avec Laura Bossis comme commissaire générale, qui s'appelait donc Les origines du monde, l'invention de la nature. L'originalité de ce projet, c'est que justement, il se plaçait dans un musée dit des Beaux-Arts. On n'était pas au Muséum d'histoire naturelle, qui était un partenaire, mais on était bien au musée d'Orsay. Et ce projet-là donc, visait à réfléchir justement sur cette vision très autocentrée, anthropocentrée, donc, qui est celle de notre humanité en Occident, qui voit donc l'homme comme étant un miroir de Dieu dans ses origines bibliques, et évidemment donc avec la révolution de Darwin, comprend donc qu'il appartient à un buisson du vivant donc, et à la famille des hominidés. Donc tout cela donc, a fait en sorte que cette nature n'étant plus au service de l'homme, donc c'est plutôt l'homme donc, qui fait partie de la nature. Écologie d'ailleurs vient du mot donc, maison, Écosse, c'est la maison commune, et c'était de raconter toute cette histoire donc, à partir de Humboldt, qui a été un des premiers à comprendre donc, les écosystèmes, jusqu'à Darwin et je dirais là donc jusqu'à aujourd'hui. Comment donc, nous pouvons nous intégrer dans cette nature, comment cette cause environnementale, donc elle n'est pas hors de nous, elle est en nous. Et ce qui est très étonnant donc, avec l'homme, c'est que c'est un animal dénaturé, comme disait Vercors. Prochance, donc le neuroscientifique, parle aussi d'annaturation, c'est-à-dire que l'homme fait partie d'une des rares espèces qui s'est exclue de la nature. Et effectivement, donc, cette question-là fait qu'il doit donc se renaturer, si je puis dire. Et cette vision-là, donc, elle permet à l'homme non plus d'avoir cette vision
auto-centré, mais véritablement de pouvoir s'inclure dans un vivant circulaire, dans un écosystème, et comme étant donc une des parties de ce cycle de la vie et de la mort. Et je dirais que cette vision-là, elle fait partie de cette vision circulaire donc, que nous devons épouser, que ce soit dans les musées ou bien donc, dans tous les autres domaines de nos vies. Diapo suivante. Ces questions, donc, finalement philosophiques et scientifiques, elles sont beaucoup plus récentes dans notre Occident, mais n'oublions pas que pour beaucoup de peuples autochtones, ce sont des questions qui sont naturelles, c'est-à-dire que pour beaucoup de peuples qui ont encore des réflexions ou des philosophies basées sur le totémisme, sur l'analogisme, sur le chamanisme, sur l'animisme, eh bien, donc, cette différence entre la nature et l'homme, entre l'animal et l'homme, donc elle n'existe pas de la même façon hiérarchisée, où donc l'un serait au service de l'autre, la nature ou l'animal au service de l'humain. Donc il y a une vision circulaire et d'appartenance qui est pleine d'enseignements. Quand on parle de biodiversité, je pense qu'on devrait aussi parler de biodiversité de la culture et de ces cultures des peuples autochtones qui sont finalement 370 millions, ce qui est très peu sur la planète à l'heure actuelle, mais qui sont donc sur plus de 20% des terres émergées. Donc leur réflexion, leur philosophie mérite, à mon avis, de pouvoir être montrée et exposée, comme c'est le cas ici avec des œuvres de Chuvinay Ashuna, qui est une remarquable artiste du nord du Canada, et en leur donnant la voix, parce que ces populations ont une conscience extrêmement aiguë de problématiques d'environnement, bien entendu, avec les populations du Nord et près du pôle. Donc, c'est la question du réchauffement climatique qui bouleverse donc, à une vitesse tout à fait inquiétante leur mode de vie. Diapositive suivante. Donc pour conclure, c'est vraiment cette question de replacer le visiteur et finalement qui nous sommes, pas simplement les publics, mais donc, la place que nous avons par rapport donc, à donc, ces deux cultures que souvent nous confrontons. Donc il y avait donc l'écrivain donc Charles Percy Snow qui avait fait en 1959 une célèbre conférence qui s'appelait Les deux cultures et qui opposait donc justement la science aux humanités. Et effectivement, réconcilier ces deux cultures, accepter le fait que nous sommes à 100% biologiques, à 100% culturels, comme le dirait Edgar Morin, est indispensable pour que nous, musées, donc lieux de culture, on puisse aussi faire sien ces questions environnementales qui reposent beaucoup sur des connaissances scientifiques. Et en fait, c'est toute cette réflexion-là qui nous amène aussi au fonctionnement même de notre cerveau, puisque, que ce soit pour des neuroscientifiques comme Antonio Damasio ou encore Jean-Pierre Changeux ou Pierre Lemarquis qui en a parlé plus récemment, donc nous comprenons que donc notre cerveau qui est très plastique est à la fois formé par notre cognition, mais qui est faite surtout par nos émotions et par notre mémoire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un travail où le cerveau se sculpte et donc il se modèle donc par rapport donc aux expériences donc, auxquelles on le confronte. Et évidemment, donc, le cerveau est au service des émotions. Donc, il y a cette vision que
bien-être, de bienveillance, d'empathie, qui maintenant est beaucoup plus comprise par donc, le système des neurones miroirs, qui fait en sorte qu'on comprend que l'art et l'émotion esthétique donc, influent sur notre mieux-être. Et là, je crois qu'on est vraiment dans une vision qui nous permet d'amener le visiteur comme au centre de la valeur que nous voulons apporter dans cette question de durabilité, comme donc, un être physiologique, expérientiel, qui va justement pouvoir profiter donc, des œuvres, donc pouvoir les contempler et pouvoir s'en guérir aussi, donc pour aller jusqu'à des questions de muséothérapie, alors qu'on est très loin, dans ces cas-là, de visions qui amènent vers le divertissement, c'est-à-dire se divertir, sortir de soi dans l'entertainment que seraient les musées, mais véritablement pour amener une durabilité dans cette expérience muséale et dans ce que les œuvres d'art donc, amènent donc, en termes d'émotions et de bienfaits esthétiques. Voilà. Pour conclure, donc, il y a un petit conseil pour tous. Donc, il y a déjà eu un guide qui pourrait être utile, fait avec l'ICOM et avec l'OCDE, qui permet de parler du musée dans le cadre de son implantation locale. Merci Hélène. Merci beaucoup Nathalie. Le visiteur comme être expérientiel ou être de divertissement, Hélène Guénin au MAMAC à Nice, quelle est votre réponse à cette réflexion de Nathalie Bondil? Votre témoignage est ici intéressant puisque votre prise de conscience de ce sujet remonte déjà à quelques années et nous aimions et nous avions envie que vous nous parliez de ces expériences très pragmatiques au travers de différents projets que vous avez pu orchestrer. Donc Hélène, je vous donne la parole et Nathalie, merci infiniment. Merci Hélène. Bonsoir, merci beaucoup de cette invitation, ravie d'être présente et très inspirée aussi par tout ce que j'entends depuis le début de cette soirée. Vous parliez de la dimension expérientielle du visiteur. C'est vrai que ce sont des choses aussi qui m'intéressent beaucoup et sur lesquelles nous travaillons avec l'équipe tout au long de l'année pour faire en sorte, et je me reconnais beaucoup dans ce que Nathalie Bondil a évoqué, de ne pas être sur la question des sachants, de permettre à toutes et tous de se réapproprier la question du musée, de l'exposition, de la collection, puisqu'on parle au sens propre et au sens symbolique du terme d'un bien public. Et c'est vrai que cet enjeu de comment faire en sorte de partager ce bien public est un enjeu très important. Pour revenir sur la question du développement durable, de l'écologie, c'est vrai que je vais évoquer des choses qui ont déjà été dites ce soir, mais peut-être en remontant très rapidement un fil, qui est celui d'une démarche des petits pas, qui a été évoquée tout à l'heure par Aude Porceda, je crois, et des petits pas qui m'ont petit à petit amené à m'interroger sur la manière dont je pouvais amener de la durabilité dans la production des projets d'exposition, mais aussi sur la manière dont je pouvais, à travers des projets d'exposition, porter aussi ces enjeux écologiques auprès d'un grand public. Donc, j'ai commencé à m'interroger sur ces questions au tout début des années 2010, avec des projets qui à la fois portaient un regard sur la manière dont les artistes ont travaillé sur ces enjeux écologiques, sur des formes d'attention à la vulnérabilité du vivant et sur la nature en péril, depuis la fin des années 50 jusqu'à nos jours. Et chaque fois que j'ai mené ce travail en termes d'exposition, j'ai essayé de faire coïncider ce travail de recherche avec des manières de faire qui puissent être en adéquation et qui pouvaient se traduire par des choses aussi concrètes qu'un transport limité, un maximum de réactivation d'œuvres in situ, et puis une transformation ad minima de scénographie. Et pour rejoindre aussi un certain nombre de choses qui ont été dites ce soir, pour moi, les musées sont aussi vraiment des espaces où on doit partager ces enjeux sociétaux, non pas comme donneurs de leçons ou non pas dans une dimension de stigmatisation, mais parce que précisément par le registre du partage
des univers des artistes, des émotions qu'ils ou elles peuvent susciter à travers les œuvres, on peut vraiment avoir un outil dans les expositions, dans ce partage des œuvres, des outils de sensibilisation extraordinaires et de prise de conscience majeure grâce à ce registre, encore une fois, de la sensibilité, de l'émotion, de l'expérience et la possibilité de faire basculer ce qui a été dit également ce soir, finalement, des gens d'une majorité silencieuse vers une majorité peut-être un petit peu plus active. Donc, il y a des vrais effets de levier et de plaidoyer. Pour revenir de manière très pragmatique finalement sur ce parcours des petits pas, ça a commencé il y a une douzaine d'années quand je me suis interrogée sur la manière d'essayer de concilier ce qui pouvait sembler irréconciliable, c'est-à-dire une logique de grande exposition avec ce que ça implique, hein, des transports internationaux multiples, des grandes scénographies, le plus souvent réalisées pour une seule fois, avec des modes de conception effectivement un petit peu plus durables. Et très rapidement, j'ai pris la décision de travailler à partir de l'existant, donc de tirer parti finalement des scénographies qui étaient déjà en place, d'en faire mon affaire d'une certaine manière et d'inventer ma narration d'exposition à partir de cette contrainte qui était donnée en transformant ad minima ces scénographies. Et donc, j'ai ouvert une première exposition en 2011 sur ce principe et depuis, c'est devenu vraiment une méthode de travail à part entière. À l'époque, j'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler avec une équipe qui était très sensible à ces enjeux et qui a inclus des questions d'éco-responsabilité, de durabilité en termes d'approvisionnement des matières premières dans les marchés publics et notamment en matière d'édition. Et puis, il y a eu une deuxième étape qui s'est traduite par un peu plus d'anticipation, c'est-à-dire ne pas être que dans la logique du réemploi, mais dans la logique d'une éco-conception. Et en 2014, j'ai travaillé avec l'équipe de production et avec des architectes pour essayer de penser une sorte de scénographie durable conçue à partir d'un vocabulaire de murs, de socles, y compris d'isolants acoustiques qui pourraient être réemployés un très grand nombre de fois et qui pourraient être reconfigurés et adaptés dans le temps. Donc, il s'agissait vraiment d'essayer de penser une scénographie qui puisse être renouvelée un très très grand nombre de fois, y compris, pourquoi pas, sur plusieurs années. Et donc, on a lancé un marché public avec vraiment la volonté de créer ce kit entièrement montable et redémontable de scénographie. Et donc, quand je parlais tout à l'heure d'une adéquation finalement entre des manières de faire et des sujets, cette expérience, en fait, je l'ai menée à ce moment-là avec l'équipe en perspective d'un projet d'exposition dans lequel j'ai commencé vraiment à aborder les enjeux écologiques à travers la création artistique et l'histoire de l'art. Donc, c'est un projet qui s'appelait Sublime les tremblements du monde au Centre Pompidou-Metz, tout début 2016, et qui proposait finalement un regard rétrospectif sur l'urgence écologique de notre temps, en notamment remontant un petit peu dans l'histoire de l'art et en mettant en perspective différentes périodes de rupture dans nos représentations collectives de la nature et de la catastrophe, jusqu'à l'ère de l'Anthropocène, dont le terme commençait vraiment à se démocratiser dans le débat grand public. Donc là, il y avait vraiment une volonté d'être dans une adéquation entre des manières de faire et des enjeux artistiques, et une volonté aussi, au-delà de cette seule exposition, de laisser une sorte d'héritage pour plusieurs expositions à travers cette scénographie durable. Et puis, dans la foulée de cette expérience à Metz, j'ai été nommée à la direction du MAMAC à Nice, où on a la chance d'avoir un territoire qui a un écosystème marin, alpin extraordinaire. Et à ce moment-là, dans ce lieu, j'ai décidé de poursuivre cette articulation entre des recherches curatoriales, tout en allant plus loin avec l'équipe en place dans la réflexion sur la durabilité de nos modes de production. Donc, de manière très concrète, ça s'est traduit par des choses qui ont été évoquées ce soir, hein. C'est-à-dire dans la scénographie, on a mis en place des listes de matériaux,
avec des modules de murs réemployables, des listes de capots, de socles, une sorte de boîte à outils en fait qu'on a mis à disposition de l'ensemble de l'équipe et qui resserre d'exposition en exposition. Donc depuis 2016, j'ai des matériaux qui se promènent dans tous les étages et d'exposition en exposition en faisant en sorte de jeter vraiment le moins possible de matériaux. On a allongé également la durée des projets d'exposition avec des logiques sur les grandes expositions de présentation sur 5 mois et demi. On a également investi progressivement des équipements qui étaient moins gourmands en énergie, notamment en passant progressivement à l'éclairage LED. Et puis, la question a été soulevée tout à l'heure du transport. C'est vrai que je m'astreins et j'astreins aussi les commissaires invités pour leur plus grande souffrance à restreindre au maximum les provenances des œuvres, des expositions. Donc, on travaille d'abord à échelle nationale, et y compris à échelle nationale, on essaye de limiter le nombre de provenances. Donc, ce qui veut dire une véritable gymnastique, parce qu'effectivement, on peut trouver parfois des pièces de substitution. Parfois, il faut aussi accepter d'être dans un renoncement et de se priver de pièces qui nous semblaient essentielles. Et c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, qui demande un effort permanent parce qu'au fond et au final, il faut faire une bonne exposition avec un propos scientifique qui soit cohérent. Et un petit peu comme dans le sport, en fait, il ne faut pas que l'effort se sente et que pour le visiteur comme pour le professionnel, toute cette gymnastique qui a été la nôtre ne soit pas visible. Donc, c'est une vraie contrainte qu'on s'impose, je dirais, dans 90% des expositions qui sont produites par le musée. Donc, moi, j'ai vraiment aucune comment dirais-je, prétention à l'exemplarité parce que, encore une fois, ce sont des modes de faire que nous avons adaptés petit à petit au fur et à mesure des années. On sait qu'il y a un cheminement encore très important à faire, mais ce sont vraiment des principes qui ont été intégrés par l'ensemble de l'équipe et qui sont devenus un peu nos références de travail. Et je parle peut-être un peu vite et très rapidement parce que j'ai conscience qu'il y a encore des interventions qui doivent venir. Je voudrais citer juste peut-être 2 exemples de cette articulation qui s'est poursuivie entre des manières de faire et des enjeux d'exposition, des enjeux de recherche. Une version très radicale pour laquelle voilà, j'ai transmis aussi quelques images. En 2017, au MAMAC, nous avons porté la dernière grande exposition de son vivant de Gustav Metzger. Elle s'appelait Remember Nature. Gustav Metzger, c'est un artiste qui est vraiment un des pionniers de cette relation entre art et écologie. C'est quelqu'un qui, au cours de sa vie artistique, volontairement a produit très peu d'objets. Il a travaillé surtout sur le principe d'œuvre à réactiver. Il a beaucoup travaillé sur la question du collectif et de l'invention ensemble. Et avec son accord, j'ai vraiment essayé de pousser le plus loin possible sa logique, sa déontologie, je dirais, de travail, qui est devenu le processus même de fabrication de l'exposition. Donc, pour être plus concrète, au final, on a fait une rétrospective sur près de 1000 mètres carrés avec quasiment aucun transport, avec la réactivation d'œuvres sur place et de performances qui ont été réalisées en collaboration avec des étudiants des écoles d'art ou de design de la ville. Et puis, nous avons également travaillé vraiment dans cet esprit d'énergie collective en organisant aussi une journée appelée Remember Nature, qui était la réactivation d'une sorte d'appel à projet qu'il avait lancé à Londres en 2015 auprès des étudiants des écoles d'art pour qu'ils s'emparent de ces enjeux écologiques à travers leur regard artistique. Donc, on a mené ce projet avec des étudiants et étudiantes des écoles d'art du territoire et on a donné aussi une visibilité, une restitution à ce moment. Donc, l'exposition, elle a vraiment été constituée comme une sorte de manifeste en utilisant encore une fois vraiment les procédés et la déontologie de l'artiste comme une manière de faire l'exposition.
Et ça a été aussi une façon de partager avec une jeune génération ces enjeux écologiques et de leur donner finalement un petit peu le relais sur leurs responsabilités dans leur mode de faire. Et voilà, j'espère que ça a semé une petite graine sur la suite de leur vie d'artiste. Et puis un autre projet en 2018 qui était plutôt sur un regard rétrospectif historique qui s'appelait Cosmogonie au gré des éléments, qui permettait de relire une figure importante de Nice, Yves Klein, qui est né à Nice, qui est un artiste important des collections, et qui en 1960 a commencé à travailler ses toiles avec la pluie, le vent, la neige, et à jouer finalement avec une sorte de poétique des éléments qui imprimait vraiment une dimension concrète sur ses œuvres. Donc à partir de cette figure d'Yves Klein, j'ai essayé de tisser en traversant les générations, la deuxième génération du land art, jusqu'à aujourd'hui, de tisser finalement un paysage d'artistes qui ont renoncé à des gestes démiurgiques dans le paysage et en regard de la nature pour penser davantage une sorte de collaboration, de réversibilité, d'attention finalement à l'univers du vivant. Et sur cette exposition, où on avait près de 80 artistes internationaux, là aussi, on a joué avec cette contrainte, c'est-à-dire que 95% des prêts étaient français, beaucoup étaient y compris locaux. Donc on a beaucoup travaillé sur cette recherche finalement de pièces, de substitutions. On a réactivé aussi pas mal de pièces sur place, tout en portant finalement à travers l'exposition une certaine diversité de débats sur les enjeux écologiques contemporains. Voilà, donc c'est quelques exemples très rapides parmi d'autres sur la façon dont on peut essayer de porter finalement à travers le regard des artistes la diversité des débats écologiques contemporains, comment on peut essayer de mettre en adéquation avec des manières de faire qui, une fois encore, sont perfectibles, mais qui, au moins, sont un certain nombre de petits cailloux mis dans une évolution de nos manières de concevoir les expositions. Et puis, c'est aussi, pour le dire de manière très pragmatique, parce que le terme de sobriété a été employé aussi plus tôt dans la soirée, c'est aussi une façon de mettre en adéquation des enjeux d'éco-conception avec des questions économiques. Parce que de manière très pragmatique, évidemment, quand on prend en considération l'ensemble de ces facteurs, au final, ce sont aussi des économies pour la structure. Et je pense que ces considérations aussi concernent un très grand nombre de musées et d'équipements culturels. Et peut-être dans cette série de petits pas, les deux prochains sont une réflexion sur le bâtiment. Donc j'ai la chance de travailler dans une ville où il y a une ambition culturelle et aussi une ambition sur ces enjeux écologiques. Et on va travailler sur un programme de rénovation du musée qui va nous permettre de travailler cette fois sur cette question du bâti et donc une meilleure étanchéité du bâtiment, sur également une meilleure performance énergétique. Et parallèlement, je travaille avec l'équipe sur la construction du projet scientifique et culturel dans lequel on essaye vraiment d'intégrer ces questions d'éco-conception au cœur de notre projet futur. Merci beaucoup Hélène pour cette présentation et de vos projets et de votre vision. Je retiens cette très belle articulation entre manière durable du faire et approche curatoriale qui définit votre projet autour aussi de la présentation d'artistes contemporains. Je crois qu'il y a une question pour vous, Hélène. Oui, tout à fait. En fait, c'est une question de Camille Duré qui s'interrogeait en fait sur les conditions de stockage des éléments de scénographie. Comment faites-vous? C'est un casse-tête total. Donc, nos espaces de stockage ressemblent à un immense Tetris dans lequel on met effectivement l'ensemble de ces éléments. Alors, il faut dire que nous avons un certain nombre de modules de Simèse qu'on réutilise d'exposition en exposition ou dans le parcours des collections.
Donc, il y a déjà un certain nombre de modules qui, je dirais, sont en activité dans le parcours du musée. Et puis, à côté de ça, effectivement, on a un vocabulaire, si je puis dire, de socle, de mise à distance, de capoplexie qu'on stocke dans le musée. Mais c'est un vrai enjeu parce que dans la rénovation, en fait, on va partir sur 300 mètres carrés minimum supplémentaires dévolus au stockage pour permettre ça. Mais on prête aussi volontiers aux collègues des autres musées de Nice et réciproquement. Donc, il y a aussi parfois la possibilité de déstocker un petit peu temporairement. Merci Hélène. Je vous propose que nous entendions maintenant Sonia Lawson. Sonia, vous dirigez le Palais de Lomé, qui est un lieu absolument unique en Afrique de l'Ouest. Et je crois que vous allez pouvoir nous montrer quelques magnifiques images. Ancien palais devenu musée et centre d'art entouré d'un parc de 11 hectares. Vous nous parlez de la réinvention du patrimoine que vous revendiquez pour, je vous cite, « rendre à Lomé et à sa population ces lieux autrefois interdits ». Merci de m'inviter. Je me réjouis d'être parmi vous pour vous présenter le Palais de Lomé. J'aurais souhaité pouvoir partager l'écran. C'est possible pour pouvoir montrer les slides. Oui, ça arrive. Vous les avez, les slides? Non, mais je voulais utiliser au fait mon partage d'écran. Ah voilà, parfait. C'est parfait. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, effectivement, donc le Palais de Lomé est un lieu qui est situé au cœur de la capitale togolaise et qui a la particularité d'avoir un parc. Donc, grâce au palais, Lomé est la seule capitale aujourd'hui d'Afrique de l'Ouest côtière à avoir un parc de 11 hectares en centre-ville face à la mer. Donc, c'est vraiment une singularité dont nous sommes très heureux, dont nous nous réjouissons et qui détermine aussi toute notre stratégie de programmation et d'approche par rapport à l'environnement, l'écologie et la biodiversité. Donc, le palais mène culture, patrimoine et nature, donc avec plusieurs activités liées aux arts visuels, design, sciences et technologies, spectacles vivants, mais aussi et surtout aussi la biodiversité. Donc, je passe très rapidement sur l'histoire du lieu, qui était l'ancien palais des gouverneurs, et qui a connu les vicissitudes de l'histoire du Togo, donc gouverneur allemand, puis français. Et le lieu, donc ça c'est le lieu tel que je l'ai connu en 2013. Il était tombé en désuétude pendant plus de 20 ans. Donc 20 ans en milieu tropical, on peut imaginer les dégâts par rapport aux bâtiments, mais aussi le foisonnement de la nature. Et c'est vraiment la nature en majesté, toute puissante, qui nous apprend aussi à nous autres faibles humains peut-être une forme d'humilité, puisque des arbres ont poussé à l'intérieur du bâtiment. Donc voilà quelques photos. Et donc les travaux ont été faits dans le respect du bâtiment, mais au cours des travaux, au fil des travaux, on s'est rendu compte évidemment qu'il fallait aussi protéger cet écrin qui était autour du bâtiment et qui faisait partie du projet. Puisque où qu'on porte le regard, nous sommes environnés de nature. Et c'est un bâtiment qui est vraiment, c'est un lieu qui est dedans, dehors. Et c'est vraiment sa particularité. Donc les expositions, je reviendrai brièvement, il y a beaucoup d'éléments intéressants qui ont été dits et qui font écho aussi à ce que nous avons fait, pas forcément d'une manière stratégique, délibérée de correspondre à des critères environnementaux, mais peut-être par conviction d'ancrage dans des communautés locales. Donc par exemple, cette exposition-là sur le Togo des rois a été faite en collaboration avec les communautés locales. Donc il s'est agi d'avoir des objets, présenter des objets qui appartenaient aux communautés des différentes régions et qui n'avaient jamais quitté leur territoire. Donc, qui ne sont pas des objets qui venaient de musées à proprement parler, ou du moins qui venaient de musées de ces familles et de ces collectivités locales. Donc, la particularité du lieu est d'être dans un parc, et d'être un parc urbain, donc un parc dans la ville. Et le projet du parc lui-même est une promenade à travers les paysages du Togo. Donc, le visiteur qui vient pour les expositions est aussi attiré, on essaie aussi de l'attirer vers le parc pour qu'il découvre les différents écosystèmes.
Un des éléments qui nous a paru aussi important, c'est par exemple cette butte que vous voyez est une butte au cacté qui évoque les paysages arides de l'extrême nord du pays, avec toute une collection de différentes variétés de cactus. Et la butte est un relief qui a été créé artificiellement à partir de matériaux de construction. Donc plutôt que d'évacuer les gravats ailleurs dans la ville, on s'est dit qu'il était important, dans une démarche écologique, mais aussi peut-être, je dirais presque spirituelle, de se dire que ce qui appartient au lieu peut rester dans le lieu. Donc la butte est issue de matériaux de construction d'un bâtiment, en particulier d'un bâtiment construit à la va-vite dans les années 70, qui n'avait aucun intérêt architectural. Et donc, ça a été l'occasion d'utiliser les reliefs, enfin les gravats pour créer ce relief. Et donc, créer aussi une sorte de surprise dans le parcours du parc. Autre élément que nous avons intégré, c'est la réflexion, donc toujours en lien avec les communautés locales, la réflexion sur l'usage des plantes. Donc, cette vue est une vue du jardin des plantes médicinales et tinctoriales, donc teinture végétale indigo ou cola. Donc, la noix le cola qui est utilisé pour le Coca-Cola est une plante qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, dont la racine servait traditionnellement comme teinture végétale. Donc, le jardin des plantes médicinales est aussi un lieu sur lequel nous collaborons avec des médecins traditionnels, des ethnobotanistes, sur l'usage des plantes traditionnelles et cette transmission, pour qu'il y ait une transmission par rapport au grand public de Lomé. Que le grand public s'empare aussi du sujet et considère qu'il peut découvrir et utiliser ces plantes médicinales. Donc, toujours dans une optique de créer un lien avec différents types de populations, mais toujours aussi dans une optique intergénérationnelle. Donc, notre démarche, pour donner un exemple de ce que nous faisons, donc ça, c'est une exposition d'un designer, Kossi Agessi. Et pour présenter le design, nous créons aussi, donc, à partir du travail de cet artiste, un lien avec le parc, puisque là, il s'agit dans cette œuvre de calebasses. Et ces calebasses sont inspirées, donc ce sont des calebasses en céramique, ultra contemporaines dans les formes, donc un trio de calebasses en céramique. Mais l'inspiration du designer a été les calebasses que nous trouvons dans la nature, donc qui sont des cucurbitacées qu'on trouve dans la nature, en particulier dans le parc de Lomé, dans le parc du Palais de Lomé. Donc, après la visite de l'exposition de design, nous invitons les visiteurs à aller dans le parc pour découvrir les calebasses et créer ce lien, en sachant que les mêmes calebasses peuvent être utilisées autrement par un autre type d'artiste. Il s'agit là, à partir de calebasses peintes. Et dans la conception des événements que nous organisons, par exemple, hier, nous avons organisé le vernissage de nouvelles expositions et nous avons utilisé, dans cette réflexion sur l'usage nous n'allions évidemment pas utiliser des assiettes en plastique, et nous avons décidé d'utiliser des verres en calebasse, comme ça se faisait traditionnellement. Donc, c'était une surprise pour les habitants de Lomé d'aujourd'hui, qui ont la vingtaine, qui sont venus au vernissage, et aux anciens, ça leur a rappelé leur jeunesse, ou alors leur vie quand ils allaient chez leurs grands-parents au village. Donc, ça nous a permis de faire du tradi contemporain, et tout en ayant une réflexion environnementale. Et dans les thématiques même que nous choisissons, donc les artistes se sont emparés du sujet depuis fort longtemps, et il s'agit aussi de présenter leurs œuvres en relation avec cette réflexion. Donc ici, c'est une œuvre de l'artiste Serge Anoumou qui utilise du plastique recyclé, du plastique, du tissu, des fibres, des perles, pour s'inspirer. Au fait, il s'inspire des motifs de perles traditionnels. Et la forme de ce qu'il a représenté, sa sculpture, est une tortue marine, puisque ce qui le préoccupe énormément en ce moment, c'est la disparition de ces animaux marins. Donc à partir de là, pour notre public, en particulier le public scolaire, les adolescents, mais aussi les autres, c'est l'occasion d'engager une conversation sur ces espèces marines. Donc à partir de l'œuvre de l'artiste, de sa démarche artistique, de créer un lien avec l'océan qui est en face de nous, en face du palais. Donc une autre réflexion d'un autre artiste sur
donc de recyclage sur les canettes de Coca-Cola ou de Nespresso. Donc, vraiment toujours ce lien. Je tenais aussi à souligner l'importance de l'implication avec les communautés locales. Donc, le magnifique oiseau que vous voyez ici aux couleurs chatoyantes est un choucador, donc, qui fait partie des 41 espèces d'oiseaux présentes dans le parc, et que nous invitons les visiteurs à découvrir. Donc, nous faisons des parcours ornithologiques. Mais ce que nous avons aussi fait, c'est de faire des objets en collaboration avec des artisans, en l'occurrence des tisserands, d'utiliser donc les couleurs. Là, c'est comme source d'inspiration les oiseaux du parc. Donc, nous avons repris les couleurs des plumes du choucador pour en faire un foulard. Donc, c'est une manière de créer un lien avec une communauté des savoir-faire, puisque ce foulard est tissé à la main. Donc, d'utiliser des savoir-faire locaux, mais en tissant un lien aussi avec ce que nous avons dans le parc. Donc là, voilà, petit clin d'œil humoristique. Les poubelles sont faites en relation avec un village de potiers qui a fait des poubelles en céramique, enfin en terre cuite, et qui sont particulièrement prisées des lézards à tête jaune, pour je ne sais quelle raison. Ça leur sert de tour de guet, donc ça permet aussi d'avoir des poubelles et de raconter, de faire découvrir ces lézards à nos différents publics, donc d'une manière humoristique. Et donc, parce que ce qui est très important pour nous, évidemment, c'est l'éducation à l'environnement, donc d'inciter le public scolaire aussi à découvrir les richesses que recèle la nature. Donc, la réaction des publics, nous organisons des activités dans le parc pour qu'ils puissent, en s'amusant, apprendre aussi sur les espèces végétales. Et autre élément important, c'est la narration, la médiation. Et donc, comme type de médiation, nous utilisons aussi comme support de médiation les conteurs traditionnels, donc qui parlent du parc et qui parcourent le parc dans des balades contées et qui permettent de découvrir d'autres aspects du parc en utilisant la voix, le chant. Donc, c'est une activité aussi qui est très prisée des visiteurs, puisque ça leur permet de parcourir les lieux autrement. Donc voilà, en peu de mots, quelques éléments que nous faisons, en sachant que le projet est vraiment nous nous efforçons d'être le plus cohérent possible avec ce qui nous entoure, à savoir le parc et ce qu'il contient, et la mer qui nous fait face. Donc, et la chance que nous avons, c'est d'avoir des artistes qui s'intéressent à ces thèmes depuis longtemps et qui les approfondissent aussi, donc avec dans des approches différentes, donc plusieurs échos de ces artistes. Donc voilà, pour nous, l'écologie, l'environnement, l'intégration dans une réflexion de ces éléments fait partie de l'ADN du palais dès le début du projet. Et je me réjouis au fond que cette conversation ait lieu maintenant et que ce thème soit abordé, puisqu'il y a quelques années, en 2013, quand je parlais de cela à des personnalités chevronnées du monde de l'art parisien, très parisiennes dans leur approche, elles me disaient que l'écologie, le parc, les oiseaux, ça n'avait aucun rapport avec l'art, que personne n'allait rien comprendre, que c'était brouiller le message que de parler d'éléments qui ne faisaient que parasiter et qui étaient juste extérieurs. Donc, je me réjouis que désormais, ce sujet paraisse pertinent et totalement allé de soi. Donc, je ne sais pas si c'est l'effet de la pandémie ou si c'est une réflexion de fond qui existait depuis quelques années et qui maintenant est une déferlante, mais je m'en réjouis énormément puisque, à l'époque, certains disaient que ça n'avait absolument aucun rapport, avec beaucoup d'assurance par ailleurs. Donc c'est une conversation qui est intéressante parce qu'elle touche plusieurs institutions en Afrique, en Europe, avec des approches différentes qui correspondent aussi à un contexte local. Donc, c'est très passionnant et je m'en réjouis énormément. Merci. Merci infiniment, Sonia, pour votre présentation très, très inspirante et qui va
parfaitement s'accorder, je crois, avec celle de Karine Ayélé-Durand, qui va nous présenter son travail, je dirais un travail de conscientisation qu'elle mène au musée d'ethnographie de Genève dans le cadre de son exposition Injustice environnementale alternative autochtone, où comment objectifs environnementaux et objectifs d'inclusion sont ici conciliés. Merci Karine. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. Je vais en effet très brièvement, vraiment avec un tout petit film, vous allez voir, vous présenter le parcours de l'exposition. C'est une exposition, juste un petit mot avant de commencer. C'est une exposition qui est ouverte au musée d'ethnographie de Genève donc en septembre 2021 et qui est visible jusqu'en août 2022. Donc, c'est une exposition sur le changement climatique, sur l'environnement, qui a été réalisée en collaboration avec des peuples autochtones du monde entier. C'était vraiment un point qui était important pour nous, d'avoir une approche globale. Et c'était aussi une exposition qui a été réalisée en éco-conception. Je vous en parlerai très rapidement. Donc, cette exposition, en fait, elle montre qu'il y a à peu près 6% de la population mondiale qui est donc autochtone. Et puis, pour nombre d'entre eux, le changement climatique est plus que jamais une réalité. Malgré leurs différences culturelles, ils partagent des préoccupations communes concernant la reconnaissance de leurs droits collectifs. Les faits démontrent que lorsqu'ils possèdent et contrôlent leurs terres, l'environnement et la biodiversité sont mieux protégés. Nombre d'entre eux partagent une éthique du soin, une culture de la réparation qui est mise en œuvre au quotidien, non seulement pour réparer des objets, mais aussi et surtout pour prendre soin des rivières, des lacs, des forêts et des océans. Les savoirs et savoir-faire mobilisés qui sont continuellement renouvelés englobent entre autres la langue, la connaissance des plantes ou la spiritualité. Humains et non humains ont des responsabilités réciproques, les uns envers les autres. Dans cette optique relationnelle, un saumon, une rivière, un arbre ou une montagne sont des partenaires animés. Les peuples autochtones revendiquent l'important rôle qu'ils peuvent jouer dans la recherche d'alternatives afin de protéger les ressources naturelles pour les générations futures. Nous montrons dans cette exposition que lorsque les équilibres ne sont plus maintenus, c'est la crise qui s'installe. La destruction continue des sols et les émissions causées par l'exploitation non durable des ressources accélèrent la crise climatique qui, à son tour, accélère la dégradation des terres. De nombreux peuples autochtones affirment vivre toujours dans une relation de type colonial avec les États dans lesquels ils se trouvent, sans les avoir consultés préalablement, ni avoir obtenu leur consentement. Ces États donnent souvent la priorité à des activités de développement économique telles que l'exploitation minière ou des projets hydroélectriques sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones. Et finalement, c'est sur un temps de la rencontre que se termine l'exposition, en invitant le public à voir, à entendre et à écouter des témoignages d'experts et d'artistes autochtones, et pourquoi pas, à prendre la mesure de la nécessité de devenir actrice et acteur du changement, en prenant position et en s'alliant, s'ils le souhaitent, au peuple autochtone pour tisser un avenir commun, fondé sur les valeurs du soin, de la réparation et de la responsabilité à l'égard de toutes les formes du vivant. Je vous remercie pour votre attention. C'était très rapide. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, voilà, merci beaucoup. En 3 minutes l'exposition. Merci infiniment. Merci Karine. Et d'ailleurs, y a-t-il une question pour Karine et merci beaucoup pour cette très belle présentation qui nous a fait aller vers la rencontre et nous redire que nous sommes d'abord acteurs de notre propre changement en tant que professionnels de cette communauté que nous formons. Merci beaucoup Karine. Une question pour Karine, Estelle, avant que nous arrivions presque au bout de cette magnifique soirée. On est encore 131, donc c'est formidable. Il est presque 21h30. Vous êtes toujours avec nous, c'est super. Et je remercie aussi les traducteurs qui ont accepté de prolonger un petit peu leur présence ce soir pour faire profiter nos collègues étrangers de cette soirée. Question, Estelle?
Alors, pas de questions, mais beaucoup de compliments. Ouais. Un esprit de synthèse remarquable. Peut-être on peut prendre une question spontanée qui arriverait maintenant, à moins qu'il y ait un petit remords et l'envie de compléter l'intervention par un exemple complémentaire, Karim. Non, peut-être juste, juste une petite information supplémentaire qui m'est venue justement en écoutant aussi toutes les contributions, mais également ce que disait Hélène Guénin tout à l'heure. C'est vrai que c'était important pour nous dans cette exposition d'associer à la fois l'aspect durable dans nos relations avec les peuples autochtones et aussi dans l'éco-conception de l'exposition. Donc, ça a été un des critères notamment d'adjudication des scénographes. Donc, c'était des contraintes qu'on s'imposait, mais qui nous ont permis aussi de voir comment nous aussi, en tant qu'institution culturelle, on s'engage vraiment profondément sur cet aspect environnemental. Donc voilà. Ouais. Je crois que vos interventions respectives sont vraiment très éclairantes sur l'articulation entre manière durable de faire et approche curatoriale. Et en ça, elles étaient extrêmement intéressantes. Peut-être qu'on peut passer la parole à Étienne Bonnet-Candé, puisque le Palais des Beaux-Arts de Lille développe sous la direction de Bruno Girvaud une politique très active, justement de mise en éco-responsabilité qui vise à la fois des objectifs environnementaux et sociétaux. Et nous souhaitions, pour finir cette soirée, demander à Étienne de nous proposer la synthèse des travaux qui se sont déroulés les 27 et 28 janvier dernier sur le thème de la construction de la durabilité dans nos musées au Palais des Beaux-Arts. Merci Étienne. Oui, merci Hélène, Juliette et Estelle pour cette invitation. On va essayer d'être un petit peu synthétique. Donc, on a fait effectivement 2 jours de workshop, mais avec une cinquantaine d'intervenants sur cette question de la mise en durabilité, en éco-responsabilité des musées. On a essayé d'aborder plusieurs des thématiques de fond qui ont pu être également adressées ce soir, sur le numérique, la question des publics, évidemment de l'éco-conception entre autres. Il y a pas mal des intervenants de ce soir qui y ont participé très activement et on les remercie beaucoup pour cela. Vous aviez posé notamment 2 questions pour un peu aiguiller le retour qu'on peut faire sur ce workshop. C'était notamment de savoir si les musées étaient prêts et de quoi est-ce qu'ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils attendaient. Alors du coup, parce qu'on est en train d'écrire un peu les actes de ces moments, parce qu'on veut aussi pouvoir laisser des traces. On voit bien toute l'importance de ces moments de partage où on prend le temps de pouvoir se dire ce qu'on fait, d'échanger et de voir comment est-ce que ça s'incarne dans pas mal d'endroits très diversifiés. En relisant en fait du coup les interventions, en les réécoutant, parmi les choses qui peuvent ressortir de manière forte, c'est déjà d'avoir noté la très grande envie d'action. Peut-être aussi parce qu'on avait sélectionné des intervenants, on savait qu'ils avaient des choses à dire, donc peut-être qu'il y avait un biais. Mais en tous les cas, on a été assez frappés de voir qu'il faisait presque consensus de parler, non pas de manière uniquement théorique, mais de manière assez pragmatique et opérationnelle, et puis d'emblée de dire qu'outre le fait d'agir de manière incrémentale, etc., on a quand même entendu plusieurs fois parler de changement de paradigme, de désescalade, de critiques assez fortes d'un mode de production assez productiviste, très fondé sur l'attractivité et qui avait progressivement un peu dévoyé le ou les musées de leur vocation première, ou d'ailleurs plus exactement qui avait fait de l'attractivité ou de la production, notamment de grosses expositions, quelque chose d'un peu trop écrasant et qui avait eu tendance à minimiser ou à périphériser des actions tout aussi importantes et constitutives de nos activités de fond. On note également, c'est beaucoup revenu, qu'on commence à bien faire le tour aussi des leviers d'action qui sont d'ailleurs pas toujours évidentes à manier, des efforts à réaliser, comme limiter éventuellement le recours à un trop grand nombre de prêts dans les expositions, les questions des conditions de transport, de conservation des œuvres, les constats à distance, la question de l'éco-conception.
pour ne parler d'ailleurs là pour l'occasion que d'éco-conception. Mais derrière ces notions qui peuvent apparaître comme assez restrictives, pour ne pas dire punitives, en réalité, un constat aussi partagé qu'il y avait quelque chose de très créatif dans cette approche, le développement durable ou la mise en éco-responsabilité pouvant également réinterroger plus fondamentalement, de manière déstabilisante, mais aussi très fructueuse, la définition même du musée. Au-delà même d'ailleurs strictement de la question de l'éco-conception, ça touche plus largement à la question de la répartition des pouvoirs au sein des musées, de la hiérarchie aussi entre les formes d'œuvres et d'art qui peuvent être représentées, de la place que les publics peuvent occuper, l'extérieur, l'intérieur du musée, la possibilité d'ancrage territorial également que cela peut offrir, ou le rapport à la localité. On voyait bien qu'il y avait un changement assez fondamental, mais qui offre des ressources assez créatives. Et puis, peut-être aussi remarquer que dans plusieurs des discours qui ont pu être faits, plusieurs des échanges qui ont pu avoir lieu, l'idée que derrière cet appel, d'une certaine manière, à un changement de paradigme, il n'y avait pas forcément l'idée d'une rupture. C'était plutôt l'idée d'ailleurs de revenir à une forme ou des formes initiales, en partie dévoyées, mais qui étaient au cœur des missions du musée, qui sont toujours là. Et justement, comment est-ce qu'on peut retrouver une action plus plurielle, plus collective, et qui fait cas de l'ensemble de ces formes d'action constitutives du musée. L'autre chose qui était assez marquante pendant ces journées, c'est de voir, mais ça on l'a aussi d'ailleurs revu ce soir en très grande partie, c'est que ça laisse place à une très grande multiplicité de formes, de solutions qui sont toutes expérimentales, parfois très partielles, mais qui les unes les autres demeurent assez complémentaires, bien plus en tout cas que contradictoires. Il n'y a pas une seule solution et une seule forme d'action, mais qu'on voit bien que chacun à sa mesure, en fonction de son site, de son positionnement, également ses contraintes. On n'a pas tous les mêmes bâtiments, on n'a pas tous les mêmes publics, on ne vit pas tous dans des métropoles ou dans des lieux de même taille, mais que voilà, il y avait des formes de solutions qui commençaient un petit peu à se mettre en œuvre. Et puis pour conclure, peut-être plus spécifiquement répondre à la question que vous avez posée, qu'est-ce qu'attendent les musées? Ce que nous, on a ressenti, c'est premièrement un très grand besoin d'accompagnement, que ce soit au niveau des formations, même de l'acculturation globale, des normes, ou même en tous les cas des repères pour pouvoir agir, notamment sur les questions de conservation préventive, de normes de transport, de constat des prêts et autres, et puis également d'avoir des outils pour pouvoir chiffrer l'ensemble de ces efforts, tant au niveau des rapports d'impact carbone que voir de manière plus complexe et plus composite, d'analyse de cycle de vie. Et ça aussi, c'était un apport assez important de voir qu'il y a encore en la matière énormément besoin de pouvoir suivre et évaluer notre action en la matière. Voilà, j'ai essayé de faire un peu court parce qu'il est quand même 21h30. Merci beaucoup, Étienne. Je cède la parole à notre présidente, Juliette Raoul-Duval. Merci. Écoutez, moi, je vais juste dire 2 mots de remerciement, parce que je me garderai à une heure aussi avancée de faire une synthèse de nos débats. Peut-être remercier vraiment très sincèrement tous les intervenants, parce que les propos ont été vraiment ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, c'est-à-dire on a à la fois parlé de choses très concrètes, on a eu des avancées, des approches qui étaient assez prospectives. Il me semble qu'on a vraiment fait le tour de la question, et qu'en fait on s'interrompt parce qu'il est 21h30 et parce qu'on s'en veut d'avoir
garder tant de gens aussi tardivement avec nous. Je pense en particulier à tous ceux qui travaillent en ce moment avec nous et que je vais remercier naturellement maintenant, aux interprètes que je remercie vivement et qu'on va pouvoir libérer dans quelques instants. Sinon, je crois qu'on avait matière à discuter encore très longtemps et je suis persuadée à débattre de manière… On n'a pas fini cette réunion. Il en faudra probablement une autre. En tout cas, ce que j'ai envie de retenir, c'est qu'on est parti d'un groupe de travail l'été dernier, d'une enquête auprès de quelques membres. On a vu la réactivité, on a vu l'intérêt que cela suscitait. On a fait travailler un certain nombre de gens qui se sont pris vraiment très au sérieux au jeu qu'on leur proposait. On s'est rapproché du groupe de travail d'ICOM International et le résultat est que vraiment, on a foule de choses à dire sur cette question de la crédibilité des musées face au développement durable. On a parlé de sujets, on a parlé du quai, on a compris qu'effectivement, la mission des musées était… ça a toujours été une mission sociale des musées, mais elle est en train de changer. Je crois que c'est important de le dire. Cette crise sanitaire qu'on a vécue, peut-être aussi les crises climatiques de l'été nous ont donné la certitude, la conviction sans aucun doute possible que nous avions à prendre notre part de cette société en train de se transformer. Et la preuve est faite que dans la profession, vous êtes tous là en train de rebondir et de penser toutes ces questions. Je ne crois pas que j'ai envie de conclure davantage. Hélène, tu voudras sûrement dire un petit mot de conclusion également. Moi, je prends le temps de remercier tous ceux que je veux remercier, les interprètes. Encore une fois, merci. Je crois qu'on n'a plus beaucoup de personnes qui ne sont pas francophones, donc vous pouvez pratiquement lâcher là. Je voulais remercier, comme d'habitude, Catherine Schwartz et Joël Michel, que vous ne voyez pas, mais qui prennent en note tout ce qu'on débat ce soir et qui vont nous permettre de publier. Vous connaissez nos publications, je sors ces bouquins, donc on publie tous nos débats dans cette collection-là et on le leur doit largement parce que leur décryptage est toujours absolument impeccable. Merci Catherine, merci Joël. Merci évidemment Anne-Claude Maurice et Audrey Doyen, à côté de qui je suis, et merci Damiano également et Cléa qui ont suivi les interprétations en espagnol et en anglais de façon à ce qu'on puisse avoir des décryptages très, très, très précieux. Vous le savez, vous retrouvez tout ça sur notre site internet, peut-être pas demain, mais enfin, si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Hélène, veux-tu ajouter un petit mot ? Oh, je retiendrai juste qu'un singe lâche une branche s'il peut en attraper une autre. C'est ce que nous avons fait ce soir et je pense que c'était une très belle soirée. Je vous remercie tous infiniment. Voilà. Moi, j'ajoute une petite chose. Je dis un merci particulier à Hélène et Estelle, parce que c'est Hélène et Estelle qui pilotent le groupe de travail de l'ICOM. C'est elles qui ont poussé à ce qu'on fasse ce groupe de travail. C'est toujours compliqué de mettre en place une action à l'intérieur d'une organisation comme ICOM qui, comme vous le savez, à ICOM France, on fait vraiment énormément de choses. Donc, en faire une de plus, c'était pas gagné. Et en fin de compte, vous avez été inspirés, vous avez eu du nez, vous avez eu raison, il fallait le faire. Et la preuve est faite qu'il fallait le faire. Vraiment, merci aussi à Audrey et à Anne-Claude sans qui, évidemment, ce groupe ne fonctionnerait pas, ni la soirée de ce soir. Voilà, on continue, donc on n'a pas fini. Information sur la suite, prochaine soirée débat déontologie. Alors finalement, en mai, sur les métiers des collections, conservation et restauration, ça promet d'être une soirée très, 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 très intéressante et très importante. Et puis sachez qu'on s'est lancé et impliqué de façon très forte à l'intérieur de l'ICOM à l'international sur les questions de plurilinguisme, de multilinguisme, parce que nous avons la conviction, je l'ai dit dans mon introduction, que sur des sujets aussi complexes, aussi passionnants que tous ceux qu'on a traités, le développement durable, mais pas seulement, Nathalie Bondil nous parlerait plus du care ou d'une manière de mettre le musée au cœur de la société, de la santé, de la vie des gens
indépendamment de leur bien-être. Vous savez bien que cette question-là dépasse largement les frontières, naturellement dépasse les frontières, que penser, c'est dans sa langue. Ensuite, il faut bien qu'on puisse communiquer, donc on a besoin d'interprètes, on a sûrement besoin d'une langue de communication, mais on a besoin dans la période que nous sommes en train de vivre, on a besoin de penser. On a besoin de penser l'avenir de nos musées, et pour penser, il faut pouvoir s'appuyer sur une multiplicité de langues, parce que la langue, c'est l'outil de la construction intellectuelle et de la construction mentale. Donc, nous sommes en train de promouvoir cette action à l'intérieur de l'ICOM. Voilà. Et je voulais dire merci à notre présidente si inspirante. Merci beaucoup, Juliette. Ah. Bonne fin de soirée à tous. C'est vous quelqu'un. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.